Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to yet another edition of Health Update on the African television. We are pleased to count you amongst our viewers. On May 17 every year, Cameroon joins the rest of the international community since 2005 to observe the World Hypertension Day. The day is an opportunity to raise awareness on what hypertension is, to raise awareness on the causes, the manifestations, the consequences, but also how to live with hypertension. This year's edition is being observed under the theme, Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, and Live Longer. So today we will try to expound on this topic with a medic who has studied the topic. He has had patients who have lived with the illness, and he will give us some tips. Welcome back, ladies and gentlemen. As you heard at the very beginning of the program, today we are talking about hypertension. We are talking about its causes, its manifestations, the consequences, how to live with hypertension, as many people across the globe are said to be suffering from this very delicate illness. And to do so, we told you before, we are receiving Dr. Yann Esame, and with him we will try to exhaust the topic. Good morning, doctor, and welcome. Good morning, Joyce. How are you doing this Saturday morning? Very well, thank you. So let's dive into the subject matter proper. C'est quoi l'hypertension? L'hypertension artérielle est définie comme une pression systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure sur une pression diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Systolique, diastolique, comment est-ce qu'on comprend ça en des termes un peu plus simples? En des termes un peu plus simples, quand on parle de systolique, il soigne de blood is pumping the pressure. C'est quand le cœur est en train de pomper le sang. Et là, c'est là où on mesure la pression systolique. Et la pression diastolique, c'est quand le cœur il est au repos. Parce que le cœur il pompe et il est au repos. Donc les battements de cœur, c'est ça qu'on appelle systolique. Et diastolique. Quand le cœur bat, c'est la systolique. Et quand le cœur il est au repos, c'est la diastolique. Alors, c'est quoi les causes de l'hypertension? Ça, c'est une très bonne question. Mais l'hypertension, déjà, n'a pas... Il y a deux types d'hypertension. Il y a l'hypertension essentielle ou idiopathique. C'est un gros mot qu'on emploie souvent pour dire, voilà, qu'on ne connaît pas la cause. Et ça concerne 90 à 95% des patients. Et maintenant, il y a l'hypertension secondaire, qui touche environ 5 à 10% des patients. Et ceci est secondaire à une maladie. Ça, c'est l'hypertension qui est facilement traitée quand on a traité la maladie qui est la base de l'hypertension. Maintenant, concernant l'hypertension essentielle ou idiopathique qui touche un bon nombre de personnes, on a parlé de 90 à 95% des patients. Il n'y a pas de cause réelle en fait. Il y a plutôt des facteurs de risque qui sont modifiables et non modifiables. Comme lesquels? Nous avons les facteurs de risque non modifiables comme les antécédents familiaux, l'âge. Ça, on ne peut pas modifier ça en fait. Si quelqu'un a un aïeul ou un parent ou quelqu'un de proche dans la famille qui fait une hypertension artérielle, c'est un antécédent qui est non modifiable. Son âge aussi, ce n'est pas modifiable. Par contre, les facteurs de risque modifiables, nous avons maintenant l'alcool, l'alcoolisme chronique, le tabagisme, l'obésité et tout ce qu'on connaît en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypertension et la tension artérielle élevée? D'accord. L'hypertension en fait, c'est un patient qui a été diagnostiqué positif. C'est-à-dire, on a d'abord une suspicion d'hypertension artérielle chez lui et après, voilà, après la suspicion, en fait, le diagnostic s'est posé en fait qu'il est hypertendu. Et le truc, c'est que la subtilité, c'est que l'hypertension, en fait, la tension, pardon, c'est un truc qui est variable. Je suis en train de parler, donc maintenant, j'aurai une pression artérielle élevée. Dans c'est là on parle d'hyperpression artérielle, mais je ne suis pas diagnostiqué hypertendu. Voilà. Et les facteurs de risque sont lesquels encore? Les facteurs de risque sont modifiables et non modifiables. Devant les facteurs de risque modifiables, nous avons l'alcoolisme chronique. Il suffit juste que j'arrête de boire. Par exemple, si je suis un patient hypertendu, pour pouvoir mieux contrôler mon hypertension, il suffit que j'arrête de fumer. Ça, c'est le tabagisme. Il suffit que je contrôle mon poids, l'obésité. Il suffit que je contrôle mon régime alimentaire, que je prenne des aliments hyposodés, c'est-à-dire avec une teneur assez faible en sel. Are there any particular secondary effects that come alongside hypertension and its treatment options? Yeah, there are secondary effects like erectile dysfunction, first of all. For men? Yeah.
there are certain dysfunctions, there are certain secondary effects like sécheresse buccale. Certains Your patients. mouth drying up. Yeah. Et aussi, bon, voilà, le flou visuel, l'insomnie, mais ça a des degrés moindres en fait. D'accord. Quel type de régime alimentaire dois-je suivre si je suis hypertendu? Normalement, déjà d'abord, il y a ce qu'on appelle, pour un patient qui est diagnostiqué hypertendu, on ne commence pas d'emblée par la médication, on commence d'emblée par les mesures hygiéno-diététiques. D'abord, le patient doit revoir ses habitudes de vie. Et les habitudes de vie s'attendent à faire basculer les facteurs de risque modifiables vers le bon côté. Si je bois, j'arrête de boire. Si je fume, j'arrête de fumer. Si je mange beaucoup et des trucs assez gras, j'arrête. Ou si voilà, je mange beaucoup de sel, j'arrête. Et maintenant, à côté de ça, voilà, il y a les habitudes de vie comme le sport, que beaucoup de patients devraient commencer à faire. Et voilà, tout ça en fait participe à contrôler la pression artérielle en fait. Chez des patients qui n'ont pas une pression artérielle super élevée, qui sont diagnostiqués hypertendus, mais voilà, en fait, la pression artérielle peut être contrôlée sans les médicaments. C'est ça la subtilité. Comme par exemple, j'ai parlé d'une pression artérielle systolique supérieure à 140, je peux être à 142 de moyenne. Mais on ne me donne pas de médicaments. Puisque ça peut encore être contrôlé. Exactement, parce qu'il suffit juste que je change mes habitudes de vie. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les problèmes de santé qui sont souvent associés à l'hypertension? C'est surtout, les problèmes de santé, c'est surtout chez les patients en fait, qui ne suivent pas leur traitement. Comme par exemple, nous pouvons avoir des patients qui, pour une raison ou une autre, décident d'arrêter leur traitement. Voilà, ils s'exposent, eux, à des complications telles que les accidents vasculaires cérébraux, les encéphalopathies hypertensives ou démence hypertensive, ou voilà, on a un patient qui commence à ne plus agir normalement à cause de son hypertension. Là, c'est au niveau du cerveau. Au niveau des yeux, on peut avoir des rétinopathies hypertensives. Là, ce sont des maladies dues à l'hypertension qui affectent les yeux. Et aussi, maintenant, au niveau du cœur, on peut avoir une insuffisance cardiaque qui est due à la non-prise du traitement. Et aussi, par exemple, chez les patients, il peut faire une dissection aortique et aussi une insuffisance rénale. Tout ça, en fait, va avec le fait que le patient ne prend pas le traitement. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'hypertension est une maladie silencieuse, parce qu'en elle-même, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de signes et de symptômes. Un patient se lève juste avec des signes plutôt de complications. Alors, si je me lève un matin et puis je dis que le cou bat ici, ce ne sont pas les signes de l'hypertension? Non. Ah oui? Non. Les signes de l'hypertension sont très subtils. Genre, je peux avoir mal aux yeux, un flou visuel, je peux avoir des céphalées, des bourdonnements d'oreilles. Là, ce sont les symptômes subtils de l'hypertension. Mais que nous avons beaucoup de patients qui passent à côté de ça. Et ils négligent exactement. Ils se disent, bon, voilà, je n'ai pas grand-chose en fait. Y a-t-il un traitement particulier qui est réservé aux patients hypertendus? Oui, le patient hypertendu prend un traitement à vie. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients... Donc, on ne guérit pas l'hypertension? Non. J'ai l'habitude de dire à mes patients que ce n'est pas un traitement à vie, mais c'est un traitement pour votre vie. Parce que quand on est hypertendu... That makes sense. Parce que voilà, quand on est hypertendu, it's for life. And it's a lifelong treatment that you take all the rest of your life. And you should take the treatment to not be exposed to the complications. Parmi les changements de mode de vie, il y a le sport, il y a arrêter la cigarette, mais est-ce qu'il y a aussi des médicaments de grand-mère? Est-ce que les médecins acceptent les médicaments de grand-mère pour essayer de réduire les recettes de grand-mère, justement, merci Pierre Parfait, pour essayer de réduire la tension artérielle? Les recettes de grand-mère, ce que les grand-mères devraient faire déjà, c'est de commencer à préparer avec moins de sel, premièrement, diminuer. Donc quand je parle de recette de grand-mère, c'est-à-dire on met un peu de clou de girofle, on met un peu d'ail, on met un peu... Est-ce que c'est prouvé que ça peut aider à réduire la tension artérielle? Non, c'est pas prouvé. Les recettes de grand-mère, c'est pas encore prouvé. Ça n'a pas, pour le moment en fait, ça n'a pas d'effet sur les vaisseaux sanguins. Parce qu'on devrait voir le corps en fait comme un réseau de tuyaux dans lequel le cœur pompe le sang. Et justement, c'est là-bas, en fait, que nous avons l'hypertension. C'est-à-dire, c'est même une pression, en fait. La pression que le sang exerce contre les parois des vaisseaux sanguins. Et justement, les médicaments vont agir sur ces vaisseaux sanguins de plusieurs façons.
Nous avons les inhibiteurs calciques, par exemple, qui est une classe d'antihypertenseurs, qui vont pour dilater les vaisseaux, pour que la pression ne soit pas trop élevée. Donc, les recettes de Gramay n'agissent pas directement sur les vaisseaux sanguins. D'accord, vous avez commencé à parler du sel. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que le patient hypertendu, quelqu'un qui est prédisposé, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas atteindre ce niveau d'hypertension-là? Quelqu'un qui est prédisposé, déjà, d'abord, c'est quelqu'un qui a des antécédents familiaux. Oui. Et c'est déjà d'abord quelqu'un qui est prédisposé naturellement. Et nous ne sommes pas en train de dire qu'il serait hypertendu dans le futur. Mais voilà, il devra suivre son hypertension, sa tension et suivre ses habitudes de vie. En dehors du sel, il y a les fruits. Ça passe à la télé tous les jours. C'est-à-dire qu'on doit manger les fruits ou on ne doit pas manger? Vous devez manger les fruits. D'accord, parce que vous avez dit en dehors du sel, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de sel, ou alors on réduit le sel. On doit prendre les fruits, 5 fruits et légumes par jour, c'est très important. Aussi, essayer de varier l'alimentation. Aussi, essayer de faire des check-up. Ça aide, ça a son importance. Parlons de check-up, c'est combien de fois par an? On doit vérifier combien de fois par an, combien de fois chaque 5 ans? Tout dépend de l'âge du patient, par exemple. Un jeune peut y aller, on lui fait un check-up. On lui fait son check-up chaque année. Parlons d'un jeune qui a environ 30 ans et qui est prédisposé. Oui. Combien de fois par an est-ce que je dois faire mon check-up? Environ chaque année. Chaque année? Oui. D'accord. Et maintenant, un patient qui est hypertendu, pendant son suivi, lui, c'est environ 3 à 6 mois au moins pour suivre l'évolution de la maladie, pour suivre la survenue des complications, pour suivre l'évolution du traitement. Parce que les chiffres tensionnels sont bons. Parce qu'en fait, tout dépend du seuil. Comme je vous ai expliqué, en fait, on ne doit pas dépasser un certain seuil. Si le traitement permet au patient de rester dans le seuil escompté, on peut continuer. D'accord. Parlons donc de l'objectif de la journée mondiale de l'hypertension. C'est quoi? Alors, en fait, particulièrement, cette année, nous voulons en fait que les patients contrôlent eux-mêmes leur tension à la maison. Parce que nous avons remarqué qu'il y a le symptôme de la blouse blanche, où je reçois un patient en consultation et pour une raison ou une autre, sa tension est élevée. Ok. Et il est par exemple à 145 sur 95. Mais il n'est pas hypertendu. C'est ça qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Et ce genre de patients, en fait, on leur demande de contrôler la tension à la maison. Et c'est la moyenne, en fait. Oui, c'est la moyenne en fait qu'on veut c'est la moyenne qui va nous dire ce patient il est pas étendu ou pas. Donc chacun doit acheter son tensiomètre et exactement. Puis il le met à la maison chaque matin, tu te lèves et puis exactement. Et ce syndrome de la blouse blanche en fait touche environ 30 personnes des patients en fait. Donc nous avons pour une raison ou une autre 3 personnes sur 10 s'il arrive en consultation, il est stressé ou je sais pas pourquoi et sa pression artérielle augmente. Quand est-ce qu'on doit être alarmé? When should we be alarmed at the level of the blood pressure? Is it just when it is a little over 140 or when you get to 150 or so? It depends. It's patient dependent because your body is not my body or it's not any other person's body. So everybody adapts to the hypertension differently. And so as far as you're above 140, you should go to a medical doctor for a checkup. Thank you, doctor. I think I've asked every other question, unless you have something else to add. What I would like to add is to tell Cameroonians to really take this thing serious. Hypertension is a silent killer that kills 35,000 of Cameroon. That affects 35% of the population, adult population, and kills 17,000 Cameroonians every year. So that's many, and it's a silent killer. It's something that I can have and just take my 1 drug per day and I'm okay with it. So it's a really simple disease to take care of. Thank you very much, Doctor, for these information. 17,000 people who die every year in Cameroon. It is a little too much. So do well, ladies and gentlemen, to get checked up, especially those who are predisposed to hypertension, but also all the other serious diseases that are rocking the world out there. Right behind this interview, let's meet Valérie Naisomba. She comes back with the health tips that I've marked this week.
L'alopécie est une perte de cheveux sur le cuir chevelu ou des poils de manière partielle ou totale sur toute une partie du corps. Contrairement aux idées reçues, la perte de cheveux ne concerne pas uniquement une catégorie de personnes. Nous vous proposons quelques méthodes naturelles pour lutter contre l'alopécie et même stimuler la repousse. Infusez un bouquet de feuilles de basilic dans de l'eau bouillante. Une fois refroidi, filtrez l'eau et l'utilisez pour rincer votre shampoing. L'ail, connu pour sa concentration en acides aminés, en vitamines et en oligo-éléments. Il suffit d'écraser 3 gousses d'ail et mélanger à une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge. Massez votre tête avec cette préparation, puis laissez poser 2 heures sous une poche plastique recouverte d'une serviette, puis rincez avec un shampoing et renouvelez 2 fois par semaine. L'huile de jojoba et l'huile de coco, classées parmi les huiles végétales, ces huiles sont riches en vitamines E et K. Il suffit de masser les parties affectées une fois par semaine pendant 30 minutes pour renforcer les racines et prévenir la chute des cheveux. Le jaune d'œuf, riche en biotine et en protéines, contribue à la santé des cheveux. Le jaune d'œuf permet d'hydrater les follicules pileux et favorise l'oxygénation des cellules. La meilleure façon de prévenir l'alopécie reste l'adoption des habitudes de coiffage plus saines et de laisser les cheveux naturels, mais surtout d'éviter les coiffures trop serrées ou lourdes. Adoptez en revanche les tresses ou des nattes plus lâchées. Limitez également l'utilisation des produits chimiques sur vos cheveux car ces produits contiennent le plus souvent des ingrédients chimiques agressifs qui endommagent les cheveux et favorisent l'alopécie. La chute de cheveux, qu'elle soit héréditaire, facteur de stress, résultante d'une maladie hormonale ou d'un régime alimentaire ou même causée par une mauvaise habitude de coiffure, n'est toutefois pas signe d'un problème médical sous-jacent, préoccupant. Mais si l'alopécie vous préoccupe, il est important de consulter un médecin ou un dermatologue pour éliminer toute affection plus grave. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Merci, Valérie Naesomba. We will do well to try 1 or 2 of your tips when we are back home this weekend. Now, it is on this note, ladies and gents, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African television Vision 4. Do well to hang on to our social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube. The page name is Diana Joyce Ngwang. Until next week, do stay tuned to the rest of the programs of the African television. Have a beautiful weekend and thank you for watching us right now. Good morning.